Oui, à la vérité, si vous voulez, cette disposition, comme vous savez, elle existe déjà dans la Constitution de 1949. Elle a été adoptée dès les premières délibérations de l'ancienne Assemblée nationale constituante en 56-59 dans un contexte politique, non pas socio-culturel. Non, c'est un contexte politique particulier qui était marqué par ces éléments suivants. La Tunisie venait juste d'être déclarée un pays indépendant, première chose. Deuxième chose, elle devait faire face à un grand nombre d'incertitudes de toutes sortes. Mais entre autres, des incertitudes sur le plan socio-culturel. La Tunisie, à cette époque, était évidemment à dominante musulmane, mais il y avait ce qu'on appellera par la suite des pieds noirs. Il y avait quelque chose comme 150 000, 180 000 colons étrangers, etc., dont on ne sait pas quel va être leur sort. Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont partir? Mais il se trouve que ces gens-là tiennent une bonne partie de l'économie tunisienne par la force des choses historiques. Puis le deuxième élément, qui n'est pas moins important, qui est d'une nature tout à fait différente du premier, c'est que nous avons une population tunisienne cette fois-ci, contrairement aux pieds noirs, qui sont la plupart du temps des Français, des Maltais, des Italiens, etc. Mais nous avons cette fois-ci une portion, un segment de la population, qui est une population tunisienne, mais qui est d'une religion non musulmane. C'est évidemment la minorité juive. Et à cette époque-là, on ne savait pas quelle va être, si vous voulez, la tendance générale de la minorité juive vis-à-vis de cette nouvelle Tunisie indépendante, etc. Et là aussi, les enjeux, pas seulement de caractère socio-culturel, mais aussi sont de caractère économique. Parce que, si vous voulez, en gros, si les colons français tenaient tout le secteur primaire et secondaire de l'économie tunisienne, les Juifs tenaient une très grande partie du secteur tertiaire. Le commerce, les finances, le crédit, toutes ces choses-là, c'est plutôt le... Et à la vérité, devant l'incertitude du sort tel qu'ils le soupçonnaient, on ne savait pas ce que cette population est-ce qu'elle va rester, elle va s'acclimater, est-ce qu'elle va partir, etc. On ne pouvait pas, les premières années de l'indépendance, laisser dans l'incertitude, si vous voulez, une question aussi délicate, aussi importante, etc. Et c'est pour cette raison que, à mon avis, à l'époque, on a tenu à mentionner l'attitude du régime de l'époque, surtout, si vous voulez, de la pensée bourguibienne, c'était qu'il fallait au moins préserver le statut de la magistrature suprême dans le pays. Et le socle le plus sûr, le plus solide, pour asseoir cette nouvelle souveraineté, etc., c'est qu'elle soit attribuée, elle soit, n'est-ce pas, dirigée par un Tunisien de confession, n'est-ce pas, musulmane. Mais pour le reste, en dehors, si vous voulez, de ce niveau-là, la Tunisie était très ouverte. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de Juifs que nous avons invités, que nous avons priés de rester en Tunisie. Alors maintenant, évidemment, nous sommes dans un contexte un peu différent, dans le sens que, si vous voulez, la problématique des minorités juives, etc., maintenant est un peu dépassée par la force des choses, mais nous sommes dans un contexte un peu différent. Nous sommes dans un contexte dans lequel, à mon avis, on spécule sur l'identité culturelle tunisienne, comme si aujourd'hui ce problème se posait réellement, etc. Et on a monté en épingle, si vous voulez, cette question malgré tout secondaire, parce que j'imagine très difficilement se réaliser l'hypothèse
d'une candidature juive ou amazigh à la présidence de la République en Tunisie. C'est vraiment quelque chose de très... Ça peut intéresser, ça peut faire l'objet de plusieurs débats, si vous voulez, de salons de la banlieue nord de Tunis, mais je ne pense pas que ce soit une question de très grande actualité pour l'ensemble, n'est-ce pas, de la population tunisienne, etc. Donc, si vous voulez, pourquoi alors on a maintenu cette formule le président de la République doit être de religion musulmane? À mon avis, il y a un premier problème, c'est d'abord il y a une question de tradition. On a maintenu cet article, ça fait 50 ans ou plus que cet article existe et qu'on n'a pas eu de problème, n'est-ce pas, avec lui. Personnellement, lorsque j'ai rédigé mon avant-projet de constitution, j'ai écrit sans la moindre hésitation la même formule que j'ai reprise, etc., selon laquelle le président de la République, encore une fois, c'est, si vous voulez, le privilège que l'on veut donner à l'exception qu'on veut donner à ce poste. Il n'y a pas plus haut, qui est la magistrature suprême, le chef de l'État. Il doit représenter malgré tout la grande majorité de la population, si vous voulez, tunisienne. C'est la marque d'unité du pays sur le plan culturel, sur le plan religieux. Personnellement, je ne vois pas où il y a problème là-dedans. La démocratie, on peut dire, c'est aussi la diversité. Démocratie qui fonctionne. Oui, on peut imaginer parfaitement, c'est très bien, parfaitement, on peut imaginer la diversité, mais jusqu'où vous iriez avec cet argument, vous voyez? Si vous mettez en balance l'avantage, je comprends le principe, l'idéal de diversité, de pluralisme, etc. dans le pays, et de l'autre côté de la balance, sur l'autre plateau, n'est-ce pas, de la balance, l'élément de sécurité, de stabilité, si vous voulez, d'intégration sociale et culturelle dans le pays que cette chose-là représente, je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas photo, n'est-ce pas, dans cette comparaison, si vous voulez. Alors, maintenant, une question un peu plus technique. On a vu récemment aussi que les suspensions plutôt régulières des débats de la Constituante à cause des pauses prières commençaient à provoquer des grincements de dents chez les plus modernistes, peut-être, qui ne comprennent pas que les travaux soient ainsi paralysés. Et on a vu que maintenant, des membres de la Troïka proposent même d'intégrer ces pauses pour la prière au règlement intérieur de l'Assemblée. Alors, selon vous, est-ce que c'est un point de détail ou il faut trouver une solution à ce problème-là? Oui. Alors, écoutez, dans la situation actuelle, dans l'équilibre présent dans l'Assemblée constituante, la NASA peut instruire ça à l'aise. Elle a la majorité pour ça. Elle laissera, comme elle l'a fait, la minorité, si vous voulez, s'indigner, etc., développer toutes sortes d'arguties contre de telles interruptions, etc., elle les laissera se défouler, et puis elle dit maintenant on va passer au vote, et comme elle l'a fait dans des questions plus importantes, elle peut très bien avoir la majorité qu'elle veut dans ce truc-là pour faire on peut très bien imaginer aussi, pourquoi pas, que les vacances de l'Assemblée doivent aussi inclure le mois de Ramadan. On peut très bien imaginer aussi que l'Assemblée chômera le jour du vendredi parce que c'est la prière sacrée. On peut imaginer toutes sortes de choses parce que tout simplement on a le pouvoir. Bon, mais qu'elle l'inscrive sur le règlement intérieur ou pas, si elle pense que c'est un élément sécurisant pour, si vous voulez, une telle prescription, une telle disposition, elle se trompe, parce qu'une autre majorité renouvellera et remodifiera comme elle l'entendra ce règlement intérieur, n'est-ce pas, à son aise, etc. Et donc, je pense que c'est presque de l'enfantillage. Oui. Parce que le problème que le pays a à gérer,
n'est pas le problème de l'assiduité aux prières. Comme vous le savez, Dieu est beaucoup plus tolérant que ses fidèles. Dieu a dit, vous pouvez très bien, dans la bonne tradition, vous pouvez très bien regrouper toutes vos prières. Et moi, j'ai vu des dizaines de fois mes parents, les frères, les cousins, etc., de mes parents, qui sont de très bons croyants, des anciens élèves de la Zitouna, des élèves de Tahar Ben Achour, des Jaït, etc. Tout simplement, quand c'est la période de la cueillette des olives, c'est la période des moissons, etc., eh bien, ils n'avaient aucune gêne de regrouper toutes leurs prières pour la Salat al-Isha. Elles font tout ça en même temps. De même que j'ai vu des parents et plusieurs dizaines de parents qui, parce qu'ils sont instituteurs, parce qu'ils sont directeurs, parce qu'ils sont, etc., eh bien, ils ne vont pas chaque fois interrompre, excusez-moi, j'ai fait faire ma prière, etc. Non, ils le font tout simplement le soir, tout simplement parce que l'islam est une religion de modération et de tolérance. Donc, honnêtement et en toute objectivité, je mettrai ça sur le compte de l'enfantillage politique. C'est-à-dire se permettre des caprices tout simplement parce qu'on veut montrer qu'on a le pouvoir et qu'on peut faire ce qu'on veut. Bon, ben, c'est une période à passer tout simplement. Je ne pense pas que l'efficacité, l'utilité de la chose publique, qui est le premier objectif de ceux qui s'assoient, n'est-ce pas, dans ces sièges de l'Assemblée nationale, c'est l'intérêt objectif, c'est l'intérêt politique, l'intérêt national qui compte. Si vous avez des convictions qui sont en contradiction avec ces exigences de la société moderne, eh bien évitez de vous mêler des choses, de la chose publique.